Bonjour et meilleurs vœux. Je voulais vous faire une vidéo en ce début d'année pour revoir le CAC 40 et les 40 actions du CAC 40, faire une analyse pour bien comprendre le côté hétérogène du marché, le côté tri du marché également. Je pense que c'est très important de bien comprendre que le marché fait un gros tri, comme il avait déjà fait ces précédents mois, et qu'il va continuer à faire ce gros tri. Donc, en gros, il faut se concentrer sur les meilleures valeurs. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les actions du CAC 40 et on va regarder au sein du CAC 40 qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est beaucoup moins. Donc, je vous propose ça et on va commencer sans plus tarder avec l'analyse du CAC 40 en tant que tel. Le CAC 40, donc, est dans une tendance qui est haussière. Ce qui est le plus intéressant, donc, c'est qu'on a fait un gros mouvement de 1000 points en l'espace de 2 mois. Donc, on est en train de souffler et de reprendre son souffle par rapport à ce mouvement-là. Et on est en train de travailler une zone aux alentours des 7350 points. Tant qu'on va tenir cette zone-là, on va rester dans une neutralité à court terme où l'indice est coincé, on le voit, entre ces 7350 points et ces 7550. Il faudra dépasser l'une des deux bornes pour déclencher quelque chose. Soit une relance haussière vers la zone des 7700 points si on déborde à nouveau les 7750, soit sous 7350, s'attendre à une accélération de la correction, mais pour autant sans remettre en cause la tendance haussière, pour moi, qui vers la zone des 7002 à 7170 points, qui reste pour moi la zone pivot. Tant qu'on va rester au-dessus de cette zone pivot-là, on ne remet pas en cause et on doute le mouvement qu'on a initié en novembre. Ce n'est que quand on passera en dessous de ça qu'on commencera à se poser des questions, en effet, sur la faiblesse du CAC 40, la faiblesse des indices au sens général et certainement le fait que les marchés sont en train de se faire un petit peu plus peur, non pas sur la macroéconomie, où je pense qu'il y a carte sur table, mais plus sur la microéconomie. Et donc, ça va être extrêmement important de regarder les prochaines séances, de regarder comment les résultats des sociétés sont digérés. Je pense qu'on va mettre de côté la macro, tout est sur la table, et qu'on va vraiment se concentrer sur la micro. C'est important de bien faire la différentielle aujourd'hui entre les entreprises qui sont dans la capacité de garder la tête au-dessus de l'eau lorsqu'il y a une désinflation. Parce que la désinflation, on applaudit les deux mains, bien entendu, par rapport au taux d'intérêt, bien qu'on anticipe, je pense, un peu trop vite. Mais ce qu'il faut bien prendre en considération, si vous voulez, c'est les entreprises qui, du coup, n'ont plus la justification d'augmenter leurs tarifs, avec les augmentations des tarifs qu'elles ont faites, réduisent leur chiffre d'affaires, et donc ça va commencer également à se voir sur les résultats. Donc on va commencer à réellement voir, si vous voulez, les vraies sociétés qui ont un vrai pricing power, c'est-à-dire un avantage compétitif qui leur permet de conserver leur chiffre d'affaires et leur marge, même en ayant augmenté leurs tarifs, et donc de conserver des marges qui ont été accrues. Et toutes les sociétés pour lesquelles ça a fonctionné, mais ça a fonctionné surtout parce qu'il y a cet effet richesse d'épargne post-Covid et des augmentations salariales avec l'inflation qui va s'estomper. Et donc je pense qu'on va pouvoir faire le tri par rapport à ça. Donc au niveau de notre CAC 40, pour moi, on est là. Donc si vous voulez, d'un point de vue court terme, on est très neutre et on voit que ça zigzague, le marché manque de force. Évidemment, il ne faut pas omettre que le CAC 40 a une grosse pondération sur les valeurs du luxe et que les valeurs du luxe ont beaucoup corrigé puisqu'on anticipe des résultats en baisse pour cette année. Et il y a plusieurs profit warnings pour Burberry, pour un paquet d'entreprises du luxe. Mais le CAC 40, d'un certain côté, a quand même bien absorbé le choc grâce à du Stellantis, à du Total, à un certain du Air Liquide, du Safran, du Airbus, un certain nombre de valeurs qui ont pris le relais malgré la grosse pondération du luxe. Donc c'est intéressant parce que, si vous voulez, les valeurs du luxe sont en train de baisser et le CAC 40 arrive de compenser en faisant monter d'autres valeurs et donc le poids du luxe a un petit peu baissé dans le CAC 40 sans pour autant que le CAC 40 soit vraiment choqué. C'est ça pour moi le plus important et le plus intéressant. C'est qu'on s'était dit le jour où le luxe se casse un petit peu la figure, ça va faire drôle au CAC 40, et il n'en est rien. En tout cas, pour l'instant, le CAC 40 se stabilise. Et dans cette stabilité, on peut y voir une faiblesse, mais on peut aussi y voir une force, et on peut surtout y voir une rotation. Pour moi, c'est ça qui est important, de voir un petit peu que, ben ça y est, le marché est en train de se dire, il y a autre chose que les valeurs du luxe, il y a autre chose que les valeurs de croissance, que les 7 magnifiques. Voilà, on va redécouvrir un certain nombre de valeurs qui, même avec leur hausse récente, restent des valorisations intéressantes. C'est ça pour moi qui est le plus important parce qu'on parle en effet des niveaux hauts et élevés d'un certain nombre d'indices. Il y a certaines valeurs qui sont chères, voire très chères, mais il y a beaucoup de valeurs quand même qui sont valorisées raisonnablement. Et ce, même
en entrant éventuellement dans une récession dont il faudra encore certainement analyser les tenants et aboutissants. Donc voilà un petit peu où on en est en ce début d'année 2024. Voilà où on en est sur le CAC 40. Je pense pour moi qu'on va certainement corriger un petit peu plus profondément, mais que ça va pas changer la face du monde à ce stade-là en tout cas. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de regarder un petit peu comment les valeurs vont construire, comment les valeurs vont consolider pour y déceler, si vous voulez, la force et les leaders de demain, qui ne sont pas forcément les leaders d'hier. Il y a un point central pour moi également que je veux prendre en considération, c'est n'oubliez jamais de regarder le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Parce qu'évidemment, quand on regarde le CAC 40 classique, on a l'impression que par rapport à un DAX, par rapport à un Nasdaq, etc., ça ne fait pas le poids. Mais il faut bien se dire que par rapport à un DAX, le DAX, quand on regarde, les dividendes sont réinvestis. Le CAC 40, les dividendes sont retirés. Donc, si vous voulez voir réellement ce qu'a fait le CAC 40 ces dernières années et voir qu'on est sur des plus hauts, eh ben, il faut regarder le CAC 40 avec dividendes réinvestis. À court terme, on va retrouver exactement la même analyse. Donc, on va retrouver un marché, si vous voulez, qui est un petit peu coincé à ce stade-là, où on attend la sortie pour jouer la suite. Si ça sort par le bas, on aura certainement un retour vers cette zone pivot qui était aux alentours des 21 800 points. Mais voilà, sans remettre en cause le mouvement qui a été initié. Ça serait un retracement à peu près de la moitié du mouvement. En soi, rien de choquant. Si on commence à travailler en dessous, on aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos hebdomadaires que je fais. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les notifications en cliquant sur la clochette des prochaines vidéos que je sortirai. Et je continuerai à sortir le plus possible ces vidéos le week-end d'analyse des marchés, macroéconomie et derrière analyse des actions, opportunités. Et là, aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur le CAC 40. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, on a atteint un point haut, on est en train de graviter maintenant dans la reprise de souffle, consolidation. Et pour moi, voilà, ce qui va être le plus important pour moi, c'est de tenir cette zone des 21 500, 21 800. Tant qu'on est au-dessus de ça, je reste positif à court, moyen terme. Si on passe en dessous de ça, ça voudrait dire que non seulement le luxe chancelle, mais que les valeurs qui avaient donné de la force et la capacité de compenser au CAC 40 chancellent également. Ça voudrait dire, grosso modo, que le marché joue vraiment la récession et qu'on s'attend à ce qu'elle soit un peu plus dure que ce que l'on croit et que l'on s'attend à ce que certes les taux baissent, mais pas suffisamment par rapport à cette récession éventuelle. Bon, c'est ce qu'on a pu se dire dans les termes de risque, si vous voulez, ce qu'on a pu se dire dans les différentes vidéos. Alors, on va passer en revue toutes les actions du CAC 40 et je vais vous les faire par ordre alphabétique. D'abord, on va commencer par Air Liquide. Air Liquide, c'est haussier point barre, ok, mais ce n'est pas parce que, si vous voulez, Air Liquide, c'est une grosse valeur, etc., que c'est haussier, que c'est solide, tout ce qu'on veut, qu'il ne peut pas y avoir un trou d'air. Donc, ne sous-estimez jamais la capacité de ces titres d'avoir éventuellement des trous d'air. Et je dirais que le moment où ça commence à devenir un petit peu plus dangereux sur ce genre de valeur-là, c'est le jour où on repasse en dessous des 170 euros. Pour l'instant, c'est haussier point barre. On est en train de faire du zigzag comme ça, certainement de construire la figure. Il faudra se méfier un petit peu plus le jour où on casse cette figure par le bas, notamment, je dirais, la zone des 170 à 167. Sinon, c'est haussier. D'un point de vue moyen terme, le niveau pour moi qui sera le plus important, ce sera cette zone des 155. Okay, donc, il faut procéder par étapes. Aujourd'hui, c'est haussier, c'est positif. Mais seul bémol que j'ai globalement, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de raison de vendre la boîte, etc. C'est juste de faire attention, de ne pas tomber amoureux des actions et de croire que ces valeurs-là ne peuvent pas se prendre à un moment donné un taquet. Vous regardez Pernod Ricard, par exemple, et vous comprendrez que ça peut arriver. Même sur des valeurs où on a l'impression voilà, qu'il n'y a pas de problématique. Airbus profite énormément des déboires de Boeing, mais n'oubliez jamais que Airbus et Boeing partagent un certain nombre de sous-traitants. N'oubliez jamais que ce qu'a fait Boeing, notamment en sous-traitant énormément la construction d'un certain nombre de pièces et même de l'assemblage des avions, et qu'on va lui reprocher aujourd'hui, Airbus a fait exactement la même chose. Okay, donc, il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas rigoler des déboires de Boeing, parce que Airbus partage un certain nombre de choses en parallèle. Et quand j'étais chez Airbus, maintenant il y a prescription, mais on disait que les avions étaient assemblés par les prestataires, par les sous-traitants, et que plus personne, en termes de CDI, si vous voulez, ne connaissait réellement le job. Donc, bon, c'était évidemment, c'est la boutade, etc. Donc, c'est pas
totalement la réalité, c'est évidemment prononcé et exagéré, mais c'est pour vous dire un petit peu la mentalité des Airbusiens également, à l'intérieur même du groupe, qui pouvaient penser ça. Donc c'est bien pour vous dire que, voilà, il y a énormément de sous-traitance et que les déboires de Boeing, ma foi, il faut aussi intégrer que ça peut arriver à Airbus. Donc ça fait partie des risques potentiels. Mais sinon, pour ceux qui sont long terme, au-dessus des 137 euros, il n'y a pas de problématique, c'est haussier point barre. Et pour ceux qui sont un peu plus moyen terme, tant qu'on va conserver les 143 euros, là aussi, c'est haussier point barre. C'est juste qu'à un moment donné, vous voyez qu'on a une belle exponentielle, il faudra s'attendre à un petit peu de zigzag, un petit peu de construction qui nous permettra de construire. Mais sinon, voilà, vous avez là Air Liquide, Airbus, vous voyez les deux premières valeurs qui vous annoncent la couleur de pourquoi le CAC 40 arrive à compenser la baisse du luxe. Alstom, c'est un autre dossier. Il y aura peut-être une augmentation de capital, peut-être qu'il n'y en aura pas. En tout cas, c'est baissier, point barre. Le seul truc que vous pouvez jouer, c'est éventuellement du rebond technique. Mais vous voyez, ce rebond technique, il a besoin, de dépasser cette zone des 12,30 €, 12,50 €, 12,90 € pour commencer à construire quelque chose comme ça. Même si vous avez ça, pour moi, c'est des valeurs de trading à ce stade-là. Ce pas des valeurs d'investissement. Alors, on peut faire un pari à 5 ans, éventuellement, oui. Mais voilà, Alstom n'est pas là par hasard, si vous voulez, et ça peut être très chaotique en remontée. Donc il y a, je pense, une large part de patience, même si à court terme, il y a du rebond qui est tentable. ArcelorMittal, là c'est un point pour moi qui est essentiel, parce qu'il y a toujours la petite guéguerre entre les personnes, entre les valeurs value et les valeurs de croissance. Donc il y a des personnes qui vont dire il faut acheter que des valeurs de croissance. Des valeurs de croissance, c'est des valeurs qui vont continuer de voir leur chiffre d'affaires croître à l'avenir, leur profit croître à l'avenir. Les valeurs value, c'est plus des valeurs un peu plus matures, un peu plus mastodontes, où on a, si vous voulez, des valorisations au niveau des actifs tangibles, ou pas très loin. Donc pour certains, c'est mieux d'acheter une valeur value, si vous voulez, parce que vous avez une certaine marge de sécurité, parce que si la valeur devait vendre tous ses actifs, globalement, vous êtes au niveau du prix de l'action. Et la valeur de croissance, c'est l'idée d'essayer d'aller chercher cette croissance-là. Et surtout dans un monde où on se dit que les taux vont baisser, on va revaloriser un petit peu ces valeurs de croissance-là. Globalement, c'est ce que le marché a déjà anticipé. La problématique, évidemment, c'est bien de discerner qu'est-ce qui est valeur value, qu'est-ce qui est valeur de croissance. Parce qu'une valeur comme ArcelorMittal, on peut très bien se dire que c'est une valeur de value, puisqu'elle va coter proche de ses actifs tangibles, c'est une grosse valeur industrielle, mature et compagnie. Mais imaginez, si vous voulez, que la Chine redémarre, vous avez les pays émergents qui vont être très demandeurs, vous avez l'Europe qui peut se protéger également, on le sait, il y a des anti-dumping qui se fait un petit peu de partout, euh, et vous pouvez vous retrouver très bien avec une valeur comme ArcelorMittal qui est certes dans une valorisation qui est proche de ses actifs tangibles, donc qui nous fait dire que c'est potentiellement une valeur value, mais pour autant qui peut connaître à l'avenir également à nouveau une croissance. Donc c'est tout l'intérêt, si vous voulez, de faire toujours attention aux personnes qui vont vous expliquer qu'il ne faut pas tenir compte des valeurs value et des valeurs croissance, mais il faut bien vous dire qu'il y a certaines valeurs de croissance, comme PayPal par exemple, ou comme Google l'année dernière quand on était sur les plus bas, on pouvait dire que c'était devenu value. Okay, donc c'est toujours une question, si vous voulez, personne n'est rangé dans une boîte à tout jamais. Une valeur comme ArcelorMittal ou des valeurs comme Eramet, etc., où on va se dire, on va peut-être avoir une approche value là-dessus, parce qu'il y a de l'actif tangible, il y a des usines, il y a des trucs, il y a des machins, mais vous pouvez très bien vous projeter à 5 ans, à 10 ans, et vous dire, mais ça, potentiellement, c'est des futures valeurs de croissance. Ok, donc c'est toujours bien comprendre, si vous voulez, qu'on n'est pas là pour catégoriser les boîtes et les mettre dans une boîte. C'est comme PayPal, etc. Oui, c'est une valeur de croissance, mais est-ce que, in fine, lorsque le cours baisse, ça ne devient pas une valeur value? LVMH, même chose. C'est une valeur de croissance, mais in fine, si LVMH revient à 550, 600 balles, ça devient une valeur value parce que ça commence à coter, à valoriser, en fait, intrinsèquement la valeur du business. Et même si, en effet, il y a un passage à vide pour le luxe, vous commencez déjà à valoriser ça. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à ça, si vous voulez, mais tout n'est jamais tout noir et tout blanc. Et moi, c'est comme ça, si vous voulez, que j'approche les marchés dans l'aspect value, croissance. Pour moi, voilà, c'est pas des boîtes qui restent à jamais dans ce type de marché-là. C'est comme Facebook, c'est comme si Apple se met à baisser, etc. À un moment donné, ça deviendra quelque chose de plus value. Donc pour revenir à ArcelorMittal, si vous voulez, et à ces valeurs value qui potentiellement peuvent devenir les valeurs de croissance de demain, et qui pour moi ces prochaines années seront à observer, je vous invite à regarder toujours les graphiques un petit peu plus long terme.
Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes vont vous dire, bah, ArcelorMittal ou les banques, à peu près la même tronche, hein, graphiquement parlant, on va vous dire, bah, ça fait 15 ans que ça n'a rien fait, donc c'est pas intéressant. Mais c'est justement là où c'est intéressant. C'est de se dire, parce que ça n'a rien fait pendant 15 ans, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement que je m'en désintéresse? Pas forcément. Vous voyez que ces dernières années, ce que l'on a, c'est une construction qui se remet dans une congestion. Si vous cassez ça par le haut, vous avez un signal d'achat sur du ArcelorMittal parce que la boîte redeviendra une valeur de croissance aux yeux du marché, très certainement. Vous pouvez avoir la même chose sur les banques. Alors à court terme, en effet, on peut se dire la baisse des taux, c'est pas très positif, etc. Mais n'oubliez jamais ce facteur de valorisation et de revalorisation du marché. Vous avez un certain nombre de valeurs qui cotent que dalle, comme du ArcelorMittal, parce que le marché les a délaissées pendant 15 ans. Mais il peut très bien, dans des facteurs d'inflation, de taux, de reprise de la demande, de dumping, anti-dumping, de lois, etc., reprendre à un moment donné la valorisation de ces valeurs-là et jouer des rattrapages sur les valorisations en tant que telles, sans pour autant que les résultats aient besoin de beaucoup bouger. C'est ça que vous devez bien intégrer, c'est que ArcelorMittal, si on décide de la revaloriser, si vous voulez, vous n'avez pas besoin que ces résultats soient vraiment en énorme essor pour justifier que la valeur puisse faire du x2. Donc ne sous-estimez pas ça. Ne sous-estimez pas, regardez, que ces valeurs-là, ce n'est pas pour rien que pendant les années 2003 à 2007-2008, comme du Eramé, comme du Vallourec et compagnie, ont connu, c'était ça, regardez, c'était des valeurs de croissance à l'époque. C'était les exponentielles, ce n'étaient pas les valeurs technologiques qui étaient intéressantes à l'époque, si vous étiez sur un laps de temps de 10 ans, c'était ces valeurs-là. Le marché valorisait mieux une minière de cuivre qui aujourd'hui est complètement délaissée que une valeur tech. Parce que bon, il y a eu la chute, la bulle Internet avant et qu'on a, en règle générale, le coup d'après, si vous voulez, on se dit, on va pas m'y reprendre, je vais pas réinvestir sur la tech. Vous avez besoin qu'il y ait une génération, si vous voulez, qui passe. Moi, c'est ce que j'appelle la mémoire du marché, si vous voulez, c'est en règle générale, voilà, il faut qu'il y ait une génération qui passe pour qu'on se réintéresse au dossier. Même chose sur tous ces Arcelor et Ramé, etc. Vous avez pas mal, et les bancaires, bah, les subprimes ont laissé des traces et vous voyez, on a quasiment une génération, voire deux générations, avant que potentiellement on commence à se remettre dans des configurations qui nous disent, tiens, le marché, entre guillemets, a oublié, il va se remettre à favoriser ce type de valeur-là. Donc, c'est l'avantage du CAC 40 pour moi, c'est qu'on a quand même un indice qui est très hétérogène et qui fait sa force, mais qui fait aussi la force de l'analyser, pas sur l'indice en tant que tel, mais à l'intérieur des valeurs, parce qu'on peut déceler énormément de choses que le marché est en train de penser. Alors à ArcelorMittal, on voit, on a eu un gros rattrapage ici, on a la reprise de souffle également, rien de bien méchant. Pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est voilà, est-ce qu'on arrive à tenir cette zone des 23, 24 euros pour, vous l'avez vu en mensuel, commencer à se mettre dans des dispositions très intéressantes. AXA, je vous le fais pas, je vous le fais pas, je vous le fais rapide, entre guillemets, l'assurance, ça va très bien. C'est haussier, point barre. On a une petite congestion qui se met en place ici. Ça casse par le haut, vous relancez la tendance haussière vers les 31, 32 euros. Ça casse par le bas, on aura une petite consolidation intermédiaire qu'il faudra analyser au cas par cas, en petit à petit. Mais globalement, vous voyez, une assez grande et large figure de neutralisation ici, où on arrive sur l'année 2024 pour casser et pour nous donner un signal. On attaque la première bancaire, BNP Paribas. Alors j'ai des graphiques sans les dividendes, je fais exprès à ce stade-là. Mais voilà, si on découpe, si on cadre un petit peu rapidement la valeur, on est arrivé sur des nouveaux sommets. Là, on baisse parce qu'en mode, ah ouais, les taux vont baisser, c'est moins intéressant. Mais voilà, même chose, n'hésitez jamais à reculer, passer en mensuel ou en hebdomadaire et à vous dire, OK, mais où est-ce qu'on est? Eh ben, on est sur quelque chose où pendant 15 ans, ça fait beaucoup de yo-yo, mais en gros, on n'est pas sur de la valeur de croissance. Mais concrètement, on est peut-être en train d'arriver au bout. Alors, vous voyez, sur l'écran, ça peut mettre encore pas mal de mois, voire d'années, hein. C'est ça qui est important. Mais cette zone des 70 euros, là, c'est vraiment une zone qui est importante. Alors, encore une fois, c'est des graphiques sans les dividendes. Donc, n'hésitez jamais à regarder un petit peu les deux, avec les dividendes réinvestis et sans les dividendes, pour vous donner une vue un petit peu plus large. Mais en gros, voilà, sur BNP Paribas, c'est ce qu'on va essayer d'observer. Mais pour moi, on est rentré dans une conso intermédiaire, donc on est dans une neutralité en observation. Bouygues également, il y a eu un bon rattrapage ces derniers mois. On continue d'être positif. On voit ici, vous avez un bon support sur les 34,90. Et ou sinon, le niveau d'invalidation moyen terme, il est sur ces 34 euros. On passe en dessous des 34 euros, on rentrera dans une espèce de ventre mou. Mais on reste positif. Capgemini également a bien boosté.
Donc vous voyez, bon, on avait eu une espèce de sur pas mal de petites boîtes, ESN également, on a eu des trous d'air, on a eu des sacrés remontadas à partir du mois d'octobre. Capgemini en fait partie également, sauf que Capgemini n'a pas connu le trou d'air comme du OB, comme un paquet de IDE, Quasens, et cetera. Mais là, donc, on a la remontée, on a eu le pullback ici et on a la relance. Donc là, vous avez votre support, 180, 182 euros. Au-dessus des 180, 182 euros, on est positif moyen terme. Maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, voilà, c'est est-ce qu'on a suffisamment de force pour casser ici par le haut, pour continuer la remontada et essayer d'aller chercher à nouveau les plus hauts. Mais pour moi, j'essaye pas de savoir où un titre peut éventuellement aller. Dans ces cas-là, quand je suis en suivi de tendance, j'essaye surtout de me dire, OK, quel est mon niveau d'invalidation? 180 euros, c'est mon niveau d'invalidation. Au-dessus de ces niveaux-là, on reste positif. Carrefour également, bah, depuis des années, ça fait trop rien. Et puis bon, c'est pas trop parti pour changer à ce stade-là. Vous voyez que pour qu'on ait une inversion de tendance, il faudrait deux choses. Il faudrait passer cette zone des 17 euros et ensuite confirmer avec le passage des 17,50. Et là, on aurait quelque chose qui se mettrait en effet en zone de retournement. Donc pour l'instant, encore du travail. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça, bon, Crédit Agricole, ce que l'on voit tout de suite par rapport à du BNP Paribas, c'est le fait qu'elle est la plus forte des bancaires françaises. Vous aviez ici la congestion qui a été cassée, et donc on a un bon boost, on a peut-être une prise de profit, etc. N'oubliez jamais également, là aussi, d'aller voir en mensuel et de voir un petit peu où on en est. En fait, ce qui est en train de se passer sur les bancaires, bah, c'est comme sur du harceleur et compagnie, c'est qu'on est en train de revenir au contact des résistances ici. Passera, passera pas. Si ça passe pas, si vous voulez, c'est encore un truc qui peut durer quelques mois, quelques années. Mais concrètement, petit à petit, on est en train d'affiner un cycle où on se dit, tiens, le marché va recommencer à privilégier des bancaires, des valeurs industrielles, des minières, etc. Bref, de l'actif tangible, comme si c'était des valeurs de croissance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être le marché est en train de faire de la rotation et de changer son fusil d'épaule et de se dire, le monde qu'on a connu de taux bas, etc., bah, potentiellement, oui, les taux vont baisser, mais en fait, on va continuer de connaître un monde où l'inflation est certes basse, mais moins basse que ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Les taux sont certes bas et continuent de baisser, mais sont moins bas que ce qu'on a connu ces dernières années. Bref, on n'est plus dans du taux zéro, on n'est plus dans des banques des banques centrales qui rasent gratuit, etc., mais plutôt qui gèrent dans le temps et qui vont lisser dans le temps. Et dans ce facteur-là, si vous voulez, bah, le marché peut se réintéresser à revaloriser des groupes où il y a une marge de sécurité avec de l'actif tangible derrière. C'est que de l'hypothèse de travail à ce stade-là, mais graphiquement parlant, c'est un truc qu'on met sur la table déjà depuis quelques années. Mais graphiquement parlant, vous voyez, ça met du temps, mais ça se construit. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui, sur 2024, là, on n'est pas en train de se dire c'est ça qui va marcher en 2024, mais potentiellement 2024 est une année supplémentaire qui permet de construire cette hypothèse de travail pour le prochain cycle. Le prochain cycle, on verra quand est-ce qu'il démarre, etc. Mais voilà, pour moi, voilà des valeurs en tout cas où il y a de l'intérêt. Et si ces valeurs-là venaient à corriger, c'est sur ces valeurs-là qu'il faut se poser la question de dire j'achète pour une perspective à 10 ans. Euh, Quand je vais voir Danone, on va retrouver également ces reprises. Donc on avait eu une première poussée ici, on a reflué quasiment. Hop, vous voyez, on revient quasiment sur les plus bas. Ce qui se passe sur l'inflation, hein, sur les taux, etc., c'est la même idée que j'ai. Hein. C'est que vous avez voilà, le premier boost, des inflations, etc. On revient quasiment sur les mêmes niveaux et après vous relancez d'une manière plus linéaire. Mais en gros, même en revenant sur les plus bas, on est quand même un cran au-dessus de ce qu'on a connu les dernières années. Alors là, sur ce graphique-là, c'est évidemment réduit à un an. Et sur les taux, sur l'inflation, il faut se dire, voilà, c'est diffusé sur une décennie. Mais en gros, c'est l'idée qu'il faut avoir, la sinusoïdale. Bon, ça aussi, c'est des choses que j'ai partagées, que j'ai exposées pendant des mois et des mois, mais c'est une capacité de comprendre, si vous voulez, les marchés. Et voilà, c'est important de ne pas se projeter. Donc Danone, on revient sur la zone de résistance ici. On a une zone intermédiaire qui est là, une petite zone ici également intermédiaire, mais je dirais au-dessus des 57 euros. Bon, il y a de quoi rester positif, je dirais. Il y a une valeur qui ne fait pas partie du CAC 40, mais que je trouve aussi intéressante dans ce laïus-là, c'est BIC. Regardez également. Dassault Systèmes, c'est toujours très positif. Regardez, on n'est pas venu n'importe où, venir consolider là, pam. On est venu sur l'ancien sommet qui joue son rôle de support et qui repart. Donc ça, voilà, ça, pour ceux qui sont long-termistes et compagnie, c'est votre carrefour, c'est votre pivot. Tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, on reste positif sur Dassault Systèmes et on essaye de jouer un petit peu plus haut globalement.
Edenred également, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait une bonne remontada, mais voilà, on arrive sur le niveau de résistance. Donc là, voilà, c'est là où ça va être intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconsolide et on travaille cette zone? Mais en gros, plutôt que de jouer aux devinettes, pour moi, il y a 2 niveaux qui doivent être conservés pour Edenred, avant de devenir un peu plus négatif. C'est ce niveau des 52 € et ce niveau-là des 53,50 €. Tant que vous êtes au-dessus de ça, bah, on laisse faire le marché pour voir est-ce qu'on bute vraiment là-dessus ou est-ce qu'on a la capacité de dépasser? Est-ce qu'on consolide et on revient chercher les supports pour relancer? Mais en gros, tant qu'on reste au-dessus des supports, on va lui donner le bénéfice du doute, de lui donner le temps de construire. C'est ce qu'on ressent un petit peu sur beaucoup de valeurs du CAC 40, c'est ce besoin un petit peu de souffler, de construire. Engie, même chose. Engie, c'est une valeur qui a été détestée pendant des années, mais globalement, si vous regardez depuis 2 ans, ça vous donne une très belle performance, un très bon dividende au passage. Bref, c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille. Hem Et pour moi, hop, je mets mon pivot ici, au-dessus des 15 €, 15,50 €. J'ai envie de rester positif sur du long terme, sur du NG, du moyen terme à ce stade-là. Le long terme, ça sera 14 €. Le mensuel, voilà, on prend le recul. Le mensuel, vous voyez, on n'est pas en train de buter n'importe où. Alors j'ai mal tracé mon oblique, ma droite, pardon. Mais vous voyez, on est en train d'arriver sur cette zone des 17 € qui est le gros morceau avant de se dire on peut nourrir quelque chose d'un petit peu plus puissant vers la zone des 19 à 21 €. Donc là, on ne se met pas à l'abri, si vous voulez, que vous pouvez avoir un passage pendant plusieurs mois ou années de construction, mais in fine, c'est ce qu'on joue, hein. C'est ce qu'on joue d'un point de vue long terme, c'est la cassure par le haut et éventuellement une porte d'entrée, si on devait revenir vers cette zone des 14 €, aux alentours de cette zone des 14 €, une porte d'entrée pour des portefeuilles plus long terme. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu la logique. Et si l'or, c'est toujours très positif, mais là aussi, on est en train un petit peu de commencer à buter sur les résistances, là, tac. On a des mouvements qui commencent à devenir un peu plus erratiques, et on est en train de travailler un petit peu une zone support. Si on va chercher un petit peu plus bas, je dirais que cette zone des 175 à 171, c'est là où il faudra devenir un petit peu plus prudent parce que, bon, il y aura potentiellement un retour sur la zone des 163 là, 164. Mais voilà, on est, vous voyez, dans les constructions de figures. Donc il y a des médianes, en fait, qu'on construit. Tant que vous êtes dans le haut de la médiane, on reste positif globalement. Dès qu'on passe en dessous de la médiane, il faut être un petit peu plus prudent. Alors certains y verront une opportunité de rentrer sur ces niveaux-là, oui. Ça ne sera pas moins de risque à ce moment-là. Mais voilà, on prend en ligne de compte ce genre de choses-là et on cadre un petit peu les configurations. C'est ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo de toute façon. Hop, ça, Eurofins scientifique. Donc on a eu une bonne purge sur ces valeurs-là, Sartorius, c'est pareil, hem, mais on a un bon rebond, donc grâce au taux et compagnie, qui nous permet de tracer, je dirais, la médiane. Je vais la mettre ici. Pour moi, je vais tracer cette médiane aux alentours des 52,50 54 €. Tant qu'on va tenir cette zone-là, on va rester positif sur la capacité du titre à se retourner. Voilà, il faut procéder par étapes, hem et éventuellement l'objectif, ça sera un retour vers la zone des 65. Mais voilà, il faut procéder par étapes. On est dans cette zone-là où on est en train de travailler. Vous passez en dessous de ces 52 €, il faut remettre le chapeau prudent. Hermès, bon allez, on va attaquer les valeurs du luxe. Donc premièrement, Hermès. Donc pour moi, le pivot, il est là. Ok, bon, c'était déjà le cas il y a 6 mois, mais en gros, on avait bien rebondi dessus, on est revenu chercher les sommets. Alors là, bon, bravo, j'ai été le premier surpris, je n'aurais pas joué ça, mais globalement, on a réussi à casser cette oblique-là. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de la recasser par le bas, éventuellement, presque la retester ici. Mais en gros, là, pour moi, ça y est, on commence à valider la faiblesse sur Hermès. La tendance haussière est rompue, si vous voulez. Il n'y a pas de quoi parler de tendance baissière, mais on a rompu la tendance haussière. Donc pour moi, on rentre dans une espèce de léthargie, de neutralité. Le moment où ça devient un peu plus dangereux, c'est le jour où vous cassez les 1650 par le bas. Maintenant, évidemment, c'est des tendances haussières long terme, très long terme. Donc il y a fort à parier que vous aurez énormément de zigzags, mais que ça va plus devenir, je pense, des valeurs de trading que des valeurs d'investissement à ce stade-là. En tout cas, vous le voyez, on est dans des espaces très larges où ça peut zigzaguer énormément, mais pas donner réellement une tendance à long terme. Le jour où on casse les 1650, on deviendra un petit peu plus prudent et je pense qu'on reviendra chercher les 1400. Voilà, on va procéder là aussi par étapes et voilà, il faudra voir, mais à ce moment-là, là aussi, ça deviendra peut-être un peu plus intéressant. Faites attention parce que Hermès est assez illiquide, donc ça peut décrocher plus rapidement que ce que vous croyez. Kering, c'est le maillon faible.
de luxe français et vous le voyez, elle est déjà dans une grosse tendance baissière, déjà depuis de nombreuses années, contrairement à du Hermès ou du LVMH. Et là, dernièrement, on avait fait une petite conso ici qu'on casse par le bas, donc on est en train de continuer l'attaque. Là, on est obligé de dézoomer pour d'essayer de voir un petit peu plus long. Là, on est en train de travailler, vous voyez, ce support, éventuellement ce support qui permettra, là, sur les 340, de jouer un rebond. Mais on est en train de travailler ce support donc depuis de 5 ans. Si on casse ça par le bas, on peut se dire que il ne faut pas négliger, si vous voulez, que le titre peut avoir des envies de capitulation. Ne négligez jamais, même sur des grosses capes comme ça, vous pouvez avoir des capitulations comme si c'était des biotech. Ne pas oublier que c'est des valeurs qui ont été accumulées pendant des années, où on a cru que ça pouvait jamais baisser. Alors, Kering, on y croit un petit peu plus déjà depuis 2 ans, mais LVMH et Hermès, ça peut faire drôle à certains qui ont accumulé quasiment 10% ou 15% du portefeuille dessus, sur des grosses gestions. Et à un moment donné, si vous avez besoin de sortir, il y a un manque de contrepartie, ne l'oublions pas. Donc, ça peut créer pas mal de volatilité sur ces valeurs-là, donc pas mal de volatilité sur les indices. C'est ça le vrai risque finalement. Pour moi, c'est pas véritablement d'avoir peur de la baisse, du marché baissier, ce que vous voulez, c'est trop tôt pour le dire. Mais le risque, en fait, c'est qu'on ait un retour de la volatilité des marchés. Donc, pour moi, voilà, Kering, on commence à arriver là sur la zone qui va intéresser, je pense, pas mal de monde. Tiendra, tiendra pas. On ne peut pas jouer aux devinettes. Mais en gros, tant que vous ne repassez pas les 430 € à 450, 460, bah, vous ne pouvez pas parler qu'il y a une reprise de la tendance haussière. Donc là aussi, sur Kering, il va falloir procéder un petit peu par étapes. Si on va chercher le grand, là aussi, c'est une valeur qui a très bien performé ces derniers mois et qui est revenue, vous voyez, chercher son ancienne oblique ici, donc qui joue le rôle de résistance et qui est revenu chercher son pivot qui est ici, donc, sur les 87 €. Donc voilà, à long terme, on va rester positif au-dessus des 77. À moyen terme, on peut rester positif au-dessus des 88. En dessous des 88, on devient un petit peu plus prudent. Mais voilà, là aussi, on rentre dans une espèce de ventre mou. Je pense que voilà, on est en train de bloquer un petit peu doucement. Et L'Oréal. Hermès et L'Oréal, c'est les deux beautés, si vous voulez. C'est les trucs qui baissent en dernier parce que bah, c'est les valeurs les plus cotées. C'est là où on trouve les valeurs avec le plus de force. C'est quand elles baissent en dernier du secteur. Et donc sur L'Oréal, on va trouver la même chose. Donc on trouve globalement la même chose avec arrêt ici sur une zone de résistance et une première correction, un rebond dans l'incapacité de repasser le précédent sommet et le précédent support ici. Et là, derrière, on le voit aujourd'hui, c'est ce qui fait trinquer un petit peu le CAC 40, on est en train de lâcher. Donc, de deux choses l'une, si vous voulez, pour moi, la médiane, je vais la mettre ici. Donc on peut très bien revenir chercher cette zone des 420 à 410. Ça n'endommage pas la tendance haussière à ce stade-là, mais ça vous fait rentrer dans un ventre mou. C'est-à-dire que derrière, c'est une valeur de trading, ça vous fait du zigzag ici. Et en gros, tant que la valeur ne réussira pas à recasser la zone des 450, 460, il n'y a pas de nouvelle tendance haussière qui est donnée. Mais tant que la valeur ne passe pas en dessous de ces 410, 415, là, il n'y a pas non plus une attaque baissière qui est réalisée. Ok, donc là aussi, mais vous rentrez dans une neutralisation à court, moyen terme à ce stade-là. Donc pour moi, mis à part du trading, il ne va pas y avoir grand-chose à se faire. LVMH, c'est pareil pour moi. Donc LVMH, voilà, j'avais mis ça, c'est pas très probant, mais j'avais mis ça. Voilà, on va la tracer peut-être en dur ici. Donc on avait ici tout ce que j'avais dit sur les précédentes analyses, c'est attention, pour moi c'est un rebond, mais il faut le prendre comme tel, si vous voulez, c'est pas une reprise de la tendance haussière. Et on valide la dégradation, si vous voulez, parce qu'on valide bien les 760 en résistance. Et derrière, très rapidement, vous voyez que les vendeurs prennent le relais très rapidement. Donc ça prouve bien la faiblesse du Schmilblick. Et là, on est venu chercher le support horizontal, donc on fait le rebond dessus, mais vous voyez, ce rebond, pour l'instant, il est dans l'incapacité de revenir chercher cette petite oblique-là, et donc il joue son rôle de résistance. Donc pour moi, c'est pas fini, on va avoir une deuxième attaque, et je pense qu'il faut aller chercher un petit peu plus bas sur du LVMH vers les 610, 620 €, ça peut être une zone qui peut être plus intéressante. Et à ce niveau-là, on commencera à dire que LVMH devient un petit peu value, parce que pour moi, la valeur intrinsèque de LVMH se situe aux alentours des 600 €. Donc ça sera une zone où certains commenceront à dire, bah, LVMH, c'est plus vraiment une valeur de croissance, mais dans les conditions et à ce niveau de prix, c'est une valeur de value. Je vous renvoie à ce que j'ai dit en début de vidéo, mais pour moi, voilà, c'est vraiment important de ne pas coller les gens dans les boîtes, si vous voulez, ça change, okay, tout peut changer. Michelin, on va se regarder, Michelin qui a très bien surfé l'inflation et qui continue à très bien surfer.
qui a breaké ici avec le gap. Potentiellement, on est en train de revenir dans la zone, mais pour l'instant, c'est toujours une zone de support. Donc, autant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on reste positif sur LVMH, sur Michelin, pardon. Orange, également, c'est toujours les montagnes russes là-dessus. Mais on a vu les télécoms qui regagnent un petit peu de leur surperbe, donc ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux sur les télécoms. Je nettoie un petit peu ça, puisque ça a été dessiné certainement sur le graphique sans, avec les dividendes. Et donc, globalement, ça n'a plus lieu d'être si j'ai un graphique sans les dividendes. Voilà, donc on a un certain nombre de choses, mais là aussi, c'est un petit peu un ventre mou, mais surtout, ce que je veux vous regarder un petit peu. Donc là, inutile de vous dire que Orange, France Télécom, voilà, ça fait rien depuis très, très, très longtemps. Mais il ne faut jamais dire jamais, petit à petit, on se rapproche éventuellement d'un signal plus long terme. Et quand les télécoms, qui sont un secteur défensif, commencent à attirer des flux, bah, c'est globalement que le marché fait de la rotation quand même. Donc on retombe sur nos pattes au niveau de, OK, est-ce que le prochain cycle, ça sera le même cycle qu'on a connu les 2 cycles précédents après la crise des subprimes et à partir de 2016, post-Brexit et Trump? Je pose la question. À ce stade-là, il n'y a pas de signal, hein, donc on est toujours en attente, mais on a Orange de la construction qui est en train de se mettre en place. On se remet éventuellement dans des tentatives de se remettre dans le haut de la figure. Ça peut être très positif à regarder. Après, voilà, ça ne rapportera pas des 100 et des 1000, etc., mais ça reste du Orange, mais pour du fonds de portefeuille, ça peut être intéressant. Pernod Ricard, voilà, je vous ai dit, on ne sous-estime pas que même les belles du secteur, etc., peuvent être à un moment donné mal aimées par le marché. Et en l'occurrence, vous avez des congestions en biseau descendant qui peuvent toujours casser par le bas et qui déclenchent à ce moment-là la capitulation. Des rebonds qui sont des rebonds en prorata de la baisse, mais qui ne remettent pas en cause la tendance de fond. Et donc on continue. Là, éventuellement, on est en train d'arriver sur un niveau de soutien. Il faut dézoomer. Alors, je vous les mets en mensuel directement. Il faut dézoomer un petit peu plus, mais c'est pas net, si vous voulez. Si le marché a envie d'aller chercher 125, OK, à 117, il peut potentiellement. Là, on a potentiellement un niveau intermédiaire qui peut permettre, vous voyez, de réagir. Ici, ça avait servi de résistance, de support avant d'être cassé, qui peut permettre de réagir. Mais avant de retrouver une tendance haussière sur Pernod Ricard, il va falloir se lever un petit peu de bonheur. Donc, en attendant, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de zigzags, si vous voulez, mais pas vraiment de reprise nette de tendance. Donc, c'est ça aussi, c'est comprendre, si vous voulez, la physionomie des valeurs à long terme pour pas être frustré. Parce que vous achetez en vous disant c'est pas cher, et puis derrière, ça remonte de 10%, vous êtes content, vous avez dit, bah ouais, voilà, j'avais raison, il fallait acheter. Puis derrière, ça, on repère 15, etc. Bref, ça fait énormément de zigzags et vous allez commencer à perdre patience. Vous passez 6 mois, 1 an à bloquer le capital comme ça et à vous dire où est-ce que ça va. Mais éventuellement, en fait, le graphique vous dit déjà que, grosso modo, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, mis à part du trading, sur du Pernod Ricard, avant plusieurs mois. Qu'on ait quelque chose d'un peu plus affiné. Mais en attendant, le yo-yo, c'est ce qui peut être privilégié sur ce type de valeur-là. Publicis, c'est haussier, point barre, j'ai rien à dire. On avait cassé ici la résistance, bam, ça break. Bref, au-dessus des 77-80 euros, c'est haussier. Renault, là aussi, on avait fait quelque chose d'assez positif ces derniers temps. Ça passe pas, donc c'est pas ce que le marché avait privilégié. Moi, je pars du principe, si vous voulez, que quand j'ai un fake out, ou en gros un breakout, mais qui est tout de suite, en fait, inversé de suite, je pars du principe que c'est pas le marché, si vous voulez, qui invalide mon breakout, c'est que mon breakout était pourri. Donc, c'est pas ça qu'il fallait voir. C'est pas ce que le marché voulait voir, donc il fallait voir autre chose. Donc, pour moi, sur Renault, si vous voulez, je vais mettre le pivot ici à 31 euros. Tant que vous êtes au-dessus des 31 euros, on reste positif à long terme. Et derrière, même chose, prenez du recul. Allons voir en mensuel. Bon, en mensuel, on voit que c'est pas Jojo, mais qu'en gros, où est-ce qu'on bloque? On bloque pas n'importe où. Qu'est-ce qu'on peut construire? Potentiellement des choses comme ça. Mais en gros, là, on a une congestion de très neutre. On a un support, là, vous le voyez, aux alentours des 31-30 euros. Donc, il faut être un petit peu large avec le support. C'est ça qui est important de tenir. Tant qu'on tient ça, on est dans une neutralisation de long terme, dont la cassure des 41 euros permettra éventuellement de revenir tester cette ancienne zone pivot ici, qui avait servi de résistance là, de support, 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 et qui est finalement breaké aux alentours des 52-53. Mais là, vous êtes dans une neutralisation. Et on attend de voir un petit peu plus le sens de sortie. Ça casse par le bas, évidemment. Je ne vous fais pas un dessin. Ça ramera encore plusieurs années. Safran, donc, Safran, typiquement l'exemple
qui arrive à compenser le luxe. On a breaké les anciens sommets, donc maintenant c'est votre support, 150 €. Au-dessus des 150 €, on reste positif. Éventuellement, on peut aller chercher 180, etc. Bref, ça reste très positif sur cet aspect-là. Et à plus court terme, je vais mettre ma médiane ici sur les 161 €. Donc, de quoi rester positif au-dessus des 160 € à court terme. Pour les plus moyens termes, au-dessus des 150. Et si on passe en dessous, eh ben là aussi, on rentrera dans du ventre mou. Mais à ce stade-là, ça fait partie des valeurs fortes, des valeurs haussières. Saint-Gobain également, c'est une valeur forte qui revient sur son ancien sommet chercher son support et qui rebondit à ce stade-là. Donc ça reste positif dans cette zone-là, mais là aussi, c'est du ventre mou en attendant la suite. Si on finit par casser ici par le bas, on reviendra certainement tester une autre médiane, plus moyen terme, qui est aux alentours des 58 €. Sanofi, qui s'était fait casser un petit peu la figure, qui a pas mal remonté la pente, mais qui bloque sur cette zone de gap globalement. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on construit dans cette zone-là, avant de se dire, est-ce qu'on revient sur la santé? Là aussi, ce serait une preuve de rotation, que le marché revienne un petit peu sur la santé. Ou est-ce qu'on a besoin d'un petit peu purger un petit peu plus et de mettre le support ici? Voilà. Dans tous les cas, voilà, il y a une zone de construction qui doit se faire. Schneider Electric également, très belle valeur, hein, comme Safran et compagnie, qui fait la force du CAC 40 actuellement. Je mets ma médiane ici sur les 167 € et je mets mon autre médiane ici sur les 171. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on reste positif à court et moyen terme. En dessous de ces niveaux-là, on rentrera dans du ventre mou qui nous fera peut-être revenir chercher les 160 € et cette zone de gap, 155, 160 €. Mais voilà, on restera haussier à long terme si vous voulez, mais il ne faut pas sous-estimer qu'on peut avoir besoin de reprendre un petit peu notre souffle sur un certain nombre de valeurs. Société Générale, c'est la dernière roue du carrosse au niveau des bancaires. Mais là aussi, vous voyez, on est dans une très longue figure de congestion. Donc, il faut s'attendre à ce que ça soit le yo-yo, tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas. Et là, on va mettre la médiane ici, tac, ici, aux alentours des 22,50, hein, je vais arrondir. Donc voilà. Donc, vous le voyez, ça peut encore durer plusieurs mois avant qu'on ait un signal éventuellement intéressant sur Société Générale. Stellantis, c'est haussier point bas. On est éventuellement là aussi en train de consolider. On peut revenir jusqu'à l'ancien sommet ici, aux alentours de la zone des 19 €. Tant qu'on va tenir, on reste positif et on joue éventuellement le rebond dessus. Bref, c'est haussier point barre, c'est positif au-dessus des 19 €. ST Microelectronics, c'est un petit peu plus compliqué, on le voit à court terme. On a eu énormément de zigzags. On est en train de revenir là sur une zone de soutien, je pense, qui peut permettre de jouer un rebond, mais on a cassé la dynamique. Ok, à moins de refaire un truc comme ça, là, comme on a fait là, un tout droit, et j'y crois plus. Hein, je pense qu'on a utilisé les forces pour faire le tout droit précédent. On rentre, je pense, dans un truc un peu plus larvé, où on a besoin d'un petit peu plus zigzaguer pour construire. Et vous voyez, on a une certaine neutralisation qui se déroule dorénavant sous cette zone des 42 €. Voilà, on peut. Après, c'est des valeurs sur lesquelles on a de quoi rester positif à long terme, ok? Et c'est juste, vous le voyez, le zigzag dure déjà depuis plus d'une année. Donc, on zigzague pas mal, on est en train de valider un petit peu les sommets ici. Il faudra voir qu'est-ce qu'on valide en termes de support. Je trace ça à l'arrache, hein. Mais en gros, voilà, on y est. Donc là, on a un support intermédiaire, on est dessus. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'au 35, c'est l'autre support. Et en gros, on va naviguer dans cette figure-là en attendant de casser par le haut ou par le bas pour les investisseurs long terme, pour une décision plus long terme. Téléperformance, on y a cassé du dos pendant des années dessus. Et là, à court terme, vous voyez qu'on a le retournement qui est en train de se mettre en place. Alors après, ça va rester chaotique, hein, on reste encore sous une oblique descendante et compagnie. Toujours la zone des 160 € qui est pour moi le pivot de moyen terme avant de se dire on est sorti le U des 11. Et à court terme, on va se mettre le petit support aux alentours des 124 €. On va rester positif au-dessus de ces niveaux-là. Ça recasse par le bas. Il faudra considérer que c'est du rebond technique dans une tendance qui va encore se chercher et rester encore un petit peu chaotique. Mais voilà, à ce stade-là, on a du rebond. On a une configuration de rebond. Thales, pour moi, c'est également positif puisqu'on a cassé cette ancienne oblique ici. Mais ça reste du ventre mou, vous le voyez, depuis une année. On est dans cette espèce de plus large figure, beaucoup plus large. Donc, il va falloir essayer de casser pour relancer un petit peu le schmilblick. Total Energy, c'est la même chose. On est dans une figure qui est assez neutre déjà depuis plusieurs mois. Et on vient de casser à court terme cette figure-là en triangle que je vous avais proposé. On casse, on fait le pullback, on valide l'oblique en résistance. Donc là,
c'est pas la fin des haricots si vous voulez. Il y a une autre oblique qu'on peut mettre ici, mais c'est juste qu'on rentre dans une neutralisation là aussi. Donc même au niveau du pétrole, voilà, on rentre dans une neutralisation. On ne remet pas en cause les tendances haussières, hein, ça reste des tendances haussières de fond. Donc ce qu'on essaye, c'est d'acheter toujours les supports pour jouer les rebonds. Mais ces rebonds, à ce stade-là, et jusqu'à preuve du contraire, on ne s'attend pas à ce qu'ils relancent les tendances haussières tout seuls. Il y aura besoin de travail, besoin de construction, et notamment de revenir au-dessus des 61 euros. Et donc, en attendant, vous voyez, on peut pas mal tergiverser là-dedans sans pour autant avoir une décision long terme. Unibail, avec la baisse des taux, globalement, est énormément remonté. Et là, voilà, pour moi, on arrive un petit peu sur la phase de sommet où on peut se dire potentiellement qu'on va un petit peu plus respirer. Hop. Mais voilà, on a des supports qui sont pas loin, si vous voulez. C'est là où ça va être intéressant. Pour moi, quand vous avez des valeurs comme ça qui explosent à la hausse, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir, OK, dans mon consolidation, est-ce que je fais une consolidation forte comme ça ou est-ce que je fais une petite consolidation? Plus ma consolidation est petite, plus ça veut dire que mon mouvement précédent garde de la force et donc plus ça veut dire qu'éventuellement j'en ai encore sous le pied. Donc c'est ça qui va m'intéresser pour moi sur Unibail, hein, c'est de voir où est-ce qu'on consolide. Mais concrètement, là aussi, on est dans du retournement qui s'est activé et qui va rester, ça va rester le cas, donc on va rester au-dessus des 55 euros, a fortiori, donc on va rester au-dessus des 62 euros. Veolia Environnement, pour moi, c'est du ventre mou. Voilà, service aux collectivités. Donc là aussi, ce qu'on veut voir, c'est éventuellement un débordement des 30 euros pour retrouver un petit peu les faveurs du public. Et voilà, et on a notre figure un petit peu plus large avec notre médiane que l'on peut construire. Ça casse ici les 28 euros, on se méfiera qu'on va graviter dans cette zone un petit moment. Mais là, tant qu'on reste dans le haut de la figure, ben, on essaye de jouer la cassure par le haut. Vinci également fait partie des valeurs qui sont sur les plus hauts. Donc on avait cassé cette oblique ici, paf, on relance, on fait une petite consolidation sur l'ancien sommet, vous le voyez, ici, là, tac. Et donc ça, c'est votre pivot de court terme. Au-dessus des 112 euros, c'est haussier point barre. Ça casse les 112 euros, on rentre dans une espèce de ventre mou et on se dira que le niveau support à ce moment-là est aux alentours des 109. Vivendi également a retrouvé pas mal les faveurs. On avait cassé ici, on booste pas mal. Bolloré avec Financière de l'OD, d'ailleurs, regardez plus Financière de l'OD si vous voulez continuer de jouer un petit peu les péripéties de la famille Bolloré. Et ce qui va nous intéresser, voilà, c'est est-ce que Vivendi a la capacité de casser cette zone des 10-10 pour essayer d'aller jouer le prochain niveau qui est autour des 10,80 11 euros. Et sinon, si on consolide un petit peu, bah, cette zone de gap, globalement, c'est la zone de support. Mais là aussi, on est dans du retournement, une bonne valeur défensive de fonds de portefeuille. Voilà, globalement pour cette vidéo. C'est long, mais c'est 40 valeurs. J'avais beaucoup de choses à vous dire également parce que c'est le début d'année, donc comme ça vous imbrique les choses dans la tête. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite clochette pour recevoir une notification des prochaines vidéos qui, je l'espère, vous permettront d'apporter de la valeur comme ça, comme celle-ci. Dites-moi en commentaire quelles sont les valeurs du CAC 40 que vous appréciez, quelles sont celles que vous n'appréciez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un j'aime. Et je vous retrouve dans les commentaires et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Encore une fois, meilleurs vœux, et grave, fin de vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Salut.